Vostra. Avant, voilà, on pouvait se dire on va attendre un peu quand est-ce qu'on sort cette info. Là, on sait qu'il faut la sortir rapidement parce que potentiellement, sinon, le people va communiquer. Sur le print, un peu moins, puisqu'en fait, le print a une cible un peu plus âgée avec des people qui sont moins rompus, les people français notamment, au réseau et qui communiquent un peu moins. Donc, il y a un petit peu moins de compétition là-dessus. Nous, voici notre ADN, ce que je disais tout à l'heure, c'est de montrer les people sans filtre, leur vraie vie, ce qui se cache, les coulisses. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Marion Alombert. Marion, bonjour. Bonjour. Tu es directrice des rédactions ludiques et découvertes chez Prisma Media. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Écoute, c'est un plaisir. On avait déjà eu l'occasion d'avoir quelques intervenants de qualité de chez Prisma. Et puis donc là, on va un peu plonger dans les rédactions de ce pôle, vous appelez ça, vous avez plusieurs pôles oui. Chez Prisma. Donc là, c'est les rédactions ludiques et découvertes. On peut peut-être commencer par ça, pour nous dire quel titre, quel média il y a dans ce pôle dont tu t'occupes. Alors, il y a Voici. Ouais. La déclinaison, toutes les déclinaisons de Femmes Actuelles Jeux, puisque c'est un mensuel et 6 bimestriels. On a, donc je dirige aussi Ça m'intéresse, Géo et Mortel Adèle le Mag. Ah, le fameux, là, c'est super licence. Exactement. Qui marche très bien. Toi, t'es journaliste de formation et donc ça fait 12 ans que tu es chez Prisma. Donc voilà, t'as un petit peu d'expérience, tu connais ça bien, t'as évolué. Donc c'était, je pense, intéressant aussi d'avoir ton regard sur tout ça. Donc dans cette carte d'identité-là, tu nous as donné les marques un peu sur ces médias-là. Est-ce que tu peux nous donner le mix entre digital, print, bimédia, quelques chiffres? Bien sûr. Alors, ça dépend des marques, en fait. Alors, on a notamment donc Femmes Actuelles Jeux, qui est une déclinaison de Femmes Actuelles. En soi, l'univers jeu à Prisma est 100% print, mais la marque Femmes Actuelles, elle, est bien sûr complètement digitalisée. On a Mortel Adèle qui est 100% print parce que pour le coup c'est une licence et c'est une licence uniquement print. Et après on a des titres qui sont full transformés comme Voici, dont le chiffre d'affaires est vraiment à 50% print, 50% digital, et des titres comme Géo ou Ça m'intéresse, où la digitalisation est en marche et bien lancée, où là ça va être plus du 70-30. D'accord. Moi, ça, on reviendra dessus et on va évidemment passer un peu de temps sur Voici, qui est un peu le vaisseau amiral dans ton pôle en termes de poids et de chiffre d'affaires, etc. Oui. Exactement, c'est le gros morceau. Donc, je disais directrice des rédactions, donc plusieurs rédactions. Je sais pas comment elles parlent entre elles. Comment tu coordonnes justement un petit peu, toi, au quotidien avec ces différentes rédactions? Alors déjà, j'ai la chance d'avoir des super équipes et des super soit rédacteurs en chef, rédactrices en chef, rédacteurs en chef adjoints, rédacteurs délégués. Mais voilà, sur chaque marque, il y a des copilotes en fait. Et donc, on mène ensemble toute la stratégie. Eux vont un peu plus évidemment rentrer dans l'édito, dans la relecture, dans le pilotage. Moi, je suis dans le suivi édito, le suivi évidemment des chiffres, du business et aussi des problématiques transverses. C'est ça qui est quand même très intéressant, c'est que ça permet d'être hyper agile. Quand on voit quelque chose qui marche sur une marque, on peut le tester sur une autre, ou à l'inverse, se dire non, ça on a testé, ça n'a pas trop marché, ou éventuellement, ça permet d'être quand même multicarte, et donc ça c'est super intéressant. Et surtout, j'ai la chance d'avoir quand même des magazines print qui n'ont pas la même périodicité, parce que sinon, je pense que oui, ce serait compliqué. Mais Voici est un hebdo. J'ai des mensuels, donc comme Ça m'intéresse, Géo, Femmes Actuelles Jeux, et des bimestriels. Donc ça permet aussi de pouvoir, moi, dans mon agenda, jongler de façon quand même plus équilibrée. Ouais, t'es pas en permanence en bouclage. Il y aurait un côté effectivement un peu schizo d'avoir des bouclages en parallèle. Même s'il peut y avoir des quotidiens, mais là, ça pourrait être un peu compliqué. Juste par
pas par curiosité, mais je pense que tu as commencé un peu à l'esquisser, mais la différence entre un rédacteur en chef et un directeur de la rédaction. C'est le côté business un peu qui diffère, juste pour être un peu clair et vulgariser quelque part, parce qu'on parle souvent de ça, mais vraiment bien connaître la différence. Le rédacteur en chef, en fait, il a une seule marque qu'il va piloter sur le print et sur le digital, surtout au niveau éditorial. Le directeur de la rédaction ou directrice de la rédaction à Prisma en a plusieurs, et vraiment un aspect très stratégique et très business, en fait. D'accord, ouais, c'est vraiment la vision un peu stratégique du développement oui, en plus de l'édito. Avec souvent des enjeux transverses, c'est-à-dire que quand on commence à s'intéresser, que ce soit donc il y a des années à la vidéo, mais aujourd'hui à l'IA, c'est piloté effectivement par plein de gens à l'interne à Prisma, mais au niveau des rédactions, c'est les directeurs de rédaction qui commencent par insuffler ça, effectivement. Ouais, qui sont référents là-dessus. Exactement. Et qui sont le lien entre la direction, les projets, etc. Et voilà. vraiment la et rédaction. Qui peuvent, de façon transverse à un moment, aussi en fonction des priorités qu'il y a selon chaque marque, et aussi du tempo et de la bande passante dans les équipes, se dire, on va plutôt commencer par ça, et après on ira sur telle marque et sur telle marque. Ok, très clair, merci pour cette petite précision. Qu'est-ce que tu suis, toi, comme indicateur, comme chiffres qui sont importants pour toi? C'est pas uniquement les audiences, j'imagine? Non, alors c'est quand même la base, les audiences et les ventes print, évidemment la vente au numéro, mais aussi les abonnements, puisque selon les titres, Voici est très vente au numéro, donc vente kiosque, alors que d'autres magazines comme Ça m'intéresse ou Géo ont un portefeuille d'abonnés qui est beaucoup plus important, donc ça fait partie des KPIs qu'on suit. Les audiences digitales, évidemment, sur le social aussi. Et après, c'est tout ce qui est côté business, donc ça va être chiffre d'affaires, marge, coût, etc. Et tu regardes ça de manière quotidienne, tu reçois un mail, vous avez des outils juste par curiosité, un peu voir, tout est bien organisé, tu dois aller où tu as plusieurs indicateurs que tu dois aller à piocher un peu partout, tu te montes ton propre dashboard? Non, j'ai pas un propre dashboard parce qu'en fait, il y a des périodicités qui sont très différentes et des informations qui arrivent de façon très différente. C'est copiloté évidemment avec le marketing qui est là pour nous donner plein d'infos. Sur les audiences, je vais directement sur nos outils pour les voir au quotidien, là, pour le coup. Et après, on a les retours print, par exemple, à parfois, donc c'est sur un hebdo, c'est grosso modo 10 jours après la fin de la vente en kiosque, et sur un mensuel, ça va être 3 semaines, 1 mois. Donc voilà, et tout ça est envoyé effectivement par les équipes marketing. D'accord. T'as pas les chiffres d'un mensuel avant 3 semaines? Les chiffres définitifs, non. Alors après, on a des outils où nous, on voit les tendances de vente. Mais les tendances de vente, ça reste un indicateur qui n'est pas toujours fiable parce qu'il peut y avoir, typiquement, là, il y a avec les ralentissements qu'il y a avec les manifestations avec les agriculteurs, potentiellement sur les numéros qui vont être en vente là et qui seront pas forcément livrés en temps et en heure, ce sera pas forcément très fiable. Donc à un moment, pour quand même avoir des chiffres consolidés pour savoir si ce numéro a vraiment bien marché, il faut avoir le chiffre définitif. Et donc attendre que tous les points de vente aient rendu leurs invendus. Ouais. C'est un monde que j'explorerais peut-être dans Mediarama, un peu justement cette distribution, les réglages, etc. C'est des choses que toi tu suis un peu, ce réglage, les mises en avant des kiosques, etc. Ça fait partie aussi de tes... Oui, alors c'est beaucoup piloté par le marketing, mais c'est quelque chose qu'on suit, notamment quand il y a des grosses actualités. Typiquement, quand on fait une refonte de Géo, qu'on a fait la nouvelle formule de Ça m'intéresse, on prévoit de mettre plus de numéros en vente que d'habitude pour qu'il y ait une vraie visibilité. Ouais. Et sur Voici, c'est piloté de semaine en semaine, puisqu'en fonction des scoops ou pas, on va mettre plus de papier parce que, on sait que potentiellement... Ça va marcher, ça va avoir un impact, vous essayez d'anticiper un maximum. On va parler justement de Voici. Alors, je mettais une vieille marque de magazine, entre guillemets, mais en même temps, hyper puissante, hyper connue. En 2024, tu dis que c'est toujours la presse People, Voici? Alors, déjà, c'est pas une vieille marque, c'est la première marque, en fait. C'est la première marque People, vraiment de presse People qui est née, c'était en 1987. Et ça reste aujourd'hui la première marque. Donc, c'est quand même aussi... Première en termes, tu veux dire, de puissance, d'audience, de diffusion. Oui, c'est ça. Que ce soit sur le print, sur le digital. Enfin, voilà, c'est vraiment la première marque People. Donc, c'est la plus historique, mais c'est aussi, finalement, la plus statutaire. Ouais. Après... Et en 2024, oui, c'est toujours... Il y a toujours
une appétence pour cette presse people. Oui, mais c'est pas que du people. Voici, c'est vraiment un féminin people. Il y a une grosse partie, que ce soit sur le print, sur le digital, sur le social, de contenu, mode, beauté, bon plan, horoscope, etc., qui est vraiment très important dans l'usage de nos lectrices, consommateurs, etc. Ouais. Et c'est quoi les rubriques, formats qui ont fait la réputation du magazine? Alors, dans l'ADN de Voici, évidemment, c'est les scoops. Ouais. Donc, les scoops, la une du magazine. Et puis, maintenant, évidemment, ils sont multidiffusés. Et après, évidemment, tout ce qui a trait le ton Voici, en fait. Il y a un ton Voici. Il y a un ton Voici. Alors, je vais être honnête, je suis pas un lecteur de Voici. C'est normal parce qu'en fait, tu n'es pas non plus notre lectrice. Bizarrement. Le ton Voici, en fait, c'est un ton qui est ironique, qui est drôle, qui est un peu poil à gratter, pas méchant. Mais voilà, c'est cet humour Voici qu'on essaye de vraiment qui fait notre patte, notre spécificité, et qu'on met sur tous nos devices, et qui dans le magazine s'illustre vraiment par les petites légendes qui sont vraiment connues pour être, voilà, c'est un peu la touche de sel sur les articles. D'accord. Et c'est un magazine ami des people? Parce qu'en fait, non. La réponse est claire, c'est non. C'est pas un magazine. Alors, c'est pas un magazine contre les people du tout, mais c'est une marque en fait qui montre la vraie vie, la face cachée des people. Donc, évidemment, ils sont pas forcément d'accord avec ça. Ça a toujours été l'ADN de Voici, voilà, de montrer des scoops, des révélations, des enquêtes aussi. Mais effectivement, on n'est pas dans ce qu'on pourrait appeler la presse people plus institutionnelle, comme un gala ou un Paris Match. Ouais, c'est ça, où tu peux un peu organiser tes trucs. Enfin, en tout cas, il y a ça plus main dans la main. Exactement. Vous, c'est pas le cas. Vous êtes donc souvent des procès. Oui. J'imagine que c'est au budget de PNL. Chaque année, ça fait partie du modèle. Ça fait partie du modèle, oui. Après, évidemment, la loi française, en fait, est quand même assez, je vais dire injuste, mais en tout cas, elle est dure. Elle est particulièrement contraignante, puisque les people, quand ils attaquent, n'ont pas à prouver qu'il y a eu des dommages. En fait, ils n'ont pas... Voilà, les dommages et intérêts sont donnés d'avance. Ouais. Et c'est extrêmement difficile pour la presse people en général de se défendre. Typiquement, le même people qui va mettre sur Instagram des photos de lui avec ses enfants le matin au petit-déj dans son lit, donc complètement mise en scène de la vie privée. Si le même people, on le prend dans la rue sans ses enfants, il va nous attaquer, il va gagner quasiment systématiquement. D'accord. Voilà. Et ça, ça fait partie aussi du travail de la rédaction et de nos avocats, voilà, de plaider et d'essayer de défendre ça auprès des tribunaux, parce que voilà, il y a ce double jeu-là qui est tout le temps joué par les people. Oui, surtout que ça coûte rien en fait. À chaque fois, ils disent bon bah voilà, je suis dedans, hop, j'attaque. Et... Ah oui, et puis il y en a qui le font systématiquement, quoi qu'on écrive. Ouais, c'est ça. Voilà. Vous le savez. Mais c'est vos avocats qui doivent être contents. Ils doivent pas s'ennuyer. Ils sont en interne ou vous avez Non. On a deux avocats qui sont travaillent quasiment que sur Voici. Exactement, qui ne sont pas en interne par contre, mais on a un service juridique en interne qui ne chôme pas effectivement. Non, et qui essaye de vous freiner parfois. Il y a des frictions où toi tu sais qu'un papier, une photo, faut le sortir, etc. Et ils te disent non mais on va se faire défoncer. On travaille en bonne intelligence déjà parce que on est très bien formé, c'est-à-dire que on fait des formations et on les rafraîchit régulièrement sur le droit de la presse à tous nos journalistes, que ce soit dans toute la et notamment sur le droit à la vie privée, droit à l'image, etc. Donc nos journalistes sont quand même bien formés, et ils savent aussi jusqu'où on peut aller ou pas. Et quand il y a un doute, j'appelle le juridique, on en discute et là on essaye de voir la meilleure route à prendre pour limiter aussi éventuellement un risque s'il y a besoin. Ouais, bien sûr. Il doit y avoir des belles anecdotes et des belles histoires là-dessus. C'est vrai. J'imagine. Comment ça se passe, les scoops? Alors, c'est comme on l'imagine, des paparazzi. Ça fonctionne encore comme ça? Ou c'est vos journalistes aussi qui vont sur le terrain?
Les deux, en fait. Donc, nous n'avons pas de paparazzi à demeure. On travaille avec des agences qui, soit nous amènent des photos, soit nous, on leur demande de faire des photos pour nous. Ouais. Et on a aussi donc tous nos journalistes qui, eux, ont leur carnet d'adresses plus ou moins spécialisé, un peu plus milieu du cinéma, un peu plus politique, etc. Et on a aussi donc un chef des infos qui est un poste très particulier à Voici, puisque sa mission est d'entretenir et de développer un réseau d'informateurs et de travailler main dans la main avec les photographes derrière pour produire des séries photos. D'accord. Et c'est vraiment assez classique comme fonctionnement. Mais voilà, les scoops viennent soit d'une info exclusive, soit d'une photo exclusive, en fait. D'accord. Et ça arrive, ça tombe tous les jours ou c'est un peu au gré de la chance de l'actualité? Au gré de l'actualité. On ne peut pas inventer l'actualité. Ouais. Alors, on sait évidemment qu'il y a des périodes qui sont plus fastes. Évidemment, l'été, c'est toujours des moments où on a beaucoup plus de photos, beaucoup plus d'infos. Oui, les gens sont en vacances, les gens sont à la plage. Et des périodes qui sont beaucoup moins intéressantes, on va dire. La fameuse trêve des confiseurs de fin d'année, où il ne se passe pas grand-chose. Mais voilà, sinon, il peut y avoir quand même un scoop au mois de janvier. Ça peut tomber quand même n'importe quoi. C'est le principe de l'actu. C'est le principe de l'actu. Merci Marion, effectivement, c'est vrai, on ne peut pas la prévoir. Et est-ce que l'avènement des smartphones, donc l'explosion du nombre des images, notamment amateurs, a changé quelque chose pour vous? Alors, bizarrement, non. Les gens vous envoient pas de photos en disant je suis à la plage. Alors, quelquefois, mais c'est vraiment en fait à la marche. C'est-à-dire que vraiment, on imaginait justement qu'on s'est dit on va avoir des centaines de photos de gens qui vont prendre des people dans la rue, etc. Alors, il s'avère que, en fait, déjà, c'est un métier de prendre des photos. Donc, beaucoup nous amènent des photos en nous disant « Mais si, regardez, là, derrière l'arbre, dans la rue, vous voyez bien, c'est machin derrière. » Bah non, en fait, on voit pas. On ne voit pas. Souvent, c'est pas le people, en fait. C'est quelqu'un qui y ressemblait vaguement. Ah, c'est marrant, oui, ça. Donc, il y a un subreddit que je suis, c'est vaguement connu, ça s'appelle en anglais. Et les gens qui pensent être avec des stars. Oui, on a eu... j'ai vu Bruce Willis dans le jardin de mon voisin. Non, c'était pas Bruce Willis. Non, pas du tout. Donc ça fait... Voilà. Maintenant, oui, il arrive qu'on ait, que ce soit des vidéos ou des photos qui soient transmises, mais c'est vraiment pas du tout quotidien. Ouais, t'as pas ça en volume. Et exploitable, c'est encore plus rare. C'est ça. Donc, en fait, donc ça n'a pas vraiment changé le métier. Sur le sourcing des photos, etc., ça n'a pas forcément changé. Est-ce que, là, sur le digital, tu entends parler un petit peu, mais le fait maintenant que les stars aient donc leur communauté et donc des comptes sur Insta, TikTok, ce qu'on veut, et donc qu'elles publient eux-mêmes soit de leur propre scoop, etc. Est-ce que ça n'a pas changé le rapport justement au scoop en disant en fait ce que vous faites dans Voici c'est bien, mais on l'a déjà en direct avec les stars. Est-ce que ça a un peu changé votre paradigme? Oui, ça a changé. Alors surtout sur le digital, avant on pouvait se dire on va attendre un peu quand est-ce qu'on sort cette info. Là, on sait qu'il faut la sortir rapidement parce que potentiellement sinon le people va communiquer. Ouais. Sur le print, un peu moins puisqu'en fait le print a une cible un peu plus âgée avec des people qui sont moins rompus, les people français notamment, au réseau et qui communiquent un peu moins. Donc, il y a un petit peu moins de compétition là-dessus. Par contre, tout ça reste de la com. C'est-à-dire que nos lecteurs, lectrices sont pas dupes. Ce que les people montrent sur les réseaux sociaux, c'est de la com. Ouais. C'est des filtres, et quand il n'y en a pas, c'est quand même travaillé. Voilà, exactement. Et puis les textes sont écrits, sont répétés. Enfin voilà. Nous, Voici notre ADN, ce que je disais tout à l'heure, c'est de montrer les people sans filtre, leur vraie vie, ce qui se cache, les coulisses. Donc quelque part, c'est là-dessus aussi que notre lecteur nous attend et pas forcément dire ce que les people ont déjà dit. On peut dire déjà en direct, parce que vous n'êtes pas pertinent à ce moment-là. Je reviens juste un tout petit peu en arrière sur les photos donc, que vous recevez, donc professionnels par des paparazzi ou vos journalistes. Quelle valeur ça a? Enfin, je veux dire, c'est le prix, comment ça se paye? Est-ce que c'est pareil pour le print ou pour le numérique qui est beaucoup plus volatile quelque part? Il y a des grilles de prix sur ces photos, ces scoops? Non, il n'y a pas de grille de prix. Ça se fait en échange. On échange de gré à gré. Exactement, de gré à gré. Les gros scoops sont plutôt réservés aux
en photo au print Ouais. pour que justement on puisse essayer de le conserver le plus longtemps possible. Si on publie une photo sur le digital, évidemment, c'est fini. En fait, 3 elle est secondes reprise, après, copiée, voilà, piquée et reprise voilà, partout. exactement. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'en général, on tease le scoop sur le social, on sort le scoop dans le print et on le reprend après sur le digital. D'accord. Voilà. Vous séquencez Oui, ça vraiment pour maximiser. C'est ça. Et garder le scoop sous la marque Voici, qui ne se dilue pas dans les millions de reprises qu'il va y avoir. Sauvage qu'il peut y avoir. C'est ça. Combien ça vaut un scoop? C'est peut-être une question naïve et tu peux pas répondre, mais on a des ordres de prix. Non, je peux pas vous donner l'ordre de prix parce que pour le coup, alors ça va complètement dépendre et du people et j'ai envie de dire même du moment. Parce que la même photo n'a pas la même valeur si on est sur une semaine où il y a déjà beaucoup d'actu, ou si finalement ça va dépendre aussi, est-ce que la photo est exploitable, est-ce que il y a plein de petites choses qui vont faire que la valeur va évoluer. Mais les gens se font souvent, en tout cas, notamment les particuliers, quand ils nous appellent et qui nous proposent parfois des scoops, ils imaginent qu'ils vont repartir avec des valises remplies de billets. Non, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Non. Ok. Et tu peux nous dire, toi, les plus gros scoops sur lesquels tu as travaillé, combien c'était? Enfin, juste qu'on ait un ordre de prix. Est-ce qu'un scoop, ça peut aller jusqu'à 100 000 euros parce que non, ça va pas du tout jusqu'à 100 000 euros. C'est de quelques centaines à quelques dizaines de milliers d'euros, peut-être pour des énormes scoops. Alors, pour un scoop, on passe quand même le millier d'euros, mais on n'est pas à 100 000 euros du tout non plus. Voilà. D'accord. Ça va être une fourchette très large. Ouais, très large, mais au moins qu'on sache un peu. On est plus dans les dizaines. Ouais. D'accord, ok. Et encore une fois, tu l'as dit, très variable. Très, très variable, complètement. Et c'est toi qui négocie ça, ou c'est une équipe chez vous? C'est très cadré? Bien sûr, c'est la chef du service photo, ouais. Ou son adjointe quand elle n'est pas là, évidemment, qui s'occupe de négocier avec les paparazzi. D'accord. Voilà. Il faut quand même moi, je donne mon go, évidemment, sur le sujet. Est-ce qu'on l'achète ou pas? Jusqu'à combien on veut monter? Si ça monte très, très haut, je vais aussi en parler à ma supérieure hiérarchique, qui est Pascal Sequet, pour avoir aussi, à un moment, on se concerte quand ça arrive sur vraiment des gros prix d'été, parce qu'en général, c'est l'été où les prix flambent un peu. Mais sinon, c'est la chef du service photo qui traite en direct avec eux. D'accord. Digitalisation un peu de Voici. On sait que donc, le papier baisse. J'imagine que c'est pareil sur Voici, de manière oui, globalement, globale. Sur toute la presse magazine. Oui. Voilà, toute la presse même, globalement, les diffusions papier sont plutôt en baisse qu'on essaye de contrôler. Comment se passe, tu disais, la digitalisation, elle est faite chez Voici. Je crois que tu me le disais avant ou au début, mais c'est 50-50 aujourd'hui dans le chiffre d'affaires. Oui, c'est 50-50 dans le chiffre d'affaires. En fait, le site de Voici, il a été créé il y a à peu près une quinzaine d'années. D'accord. Donc, alors évidemment, au début, ça a été petit, ça a tâtonné, mais ça fait quand même plusieurs années que le site est rentable et qu'il a pris, le relais, entre guillemets, aussi d'une partie du chiffre d'affaires print. C'est une rédaction d'une quinzaine de personnes avec le social. Voici en tout, c'est un peu plus de 40 personnes. Donc, on a une rédaction digitale assez plutôt desk, qui produit jusqu'à 81 news par jour. Ah oui, quand même. Oui, voilà, avec une production donc 7 jours sur 7, de 7h à minuit. Donc, voilà. Et c'est programmé ou non? Il y a vraiment un desk tous les jours? Il y a un desk tous les jours de 7h à minuit. Oui. Ok. Oui. Tous les jours, samedi, dimanche, on est toujours sur le. Il y a un besoin parce que on n'est pas non plus dans la presse là, IPG, d'information, de breaking news, etc. S'il y a un besoin. Alors en tout cas, il y a une consommation, c'est sûr. Voilà. Et il y a un besoin, oui, parce qu'en fait, notamment, il y a beaucoup d'events qui se passent le soir. Aussi pas mal d'émissions télé que nous on couvre parce que ça fait partie aussi de l'angle de Voici. Oui, bien sûr. C'est aussi faire du zapping télé, raconter un clash, etc. Et sur le week-end, c'est le week-end que les stars se marient. Comme tout le monde, en fait. Qu'il y a les Oscars, les Emmys, les Golden Globes, etc. Un couronnement. Finalement, l'actu people, elle s'arrête jamais. Ouais. Et le week-end, donc, c'est un temps fort. Exactement. C'est quoi le modèle économique de Voici en ligne? C'est de l'abonnement? C'est les gens qui s'abonnent à Voici? Non, alors on a vraiment un modèle sur le print qui est vrai. Alors, on a de l'abonnement, mais c'est beaucoup de la vente au numéro. Et sur le digital, c'est surtout la pub, en fait. C'est la pub? Ouais. Ce que vous savez
bien faire chez Prisma, Oui, la tout à fait. monétisation Oui. par la pub, c'est... Exactement. D'accord, donc c'est Que ce soit voilà, du display, de la vidéo, du gré à gré, des opérations spéciales aussi évidemment. Mais voilà, on a un modèle qui est quand même quasiment 100% publicitaire sur le site. Oui. Quel type d'opération spéciale vous faites C'est du brand C'est du brand content en général. Là, beaucoup sur le social, en fait. On a des formats vidéo qui se déclinent très bien avec, typiquement, les 3-4 raisons de lire tel livre pour un éditeur, de regarder tel film, enfin voilà, ou d'utiliser tel produit de beauté. Donc ça, c'est des formats qui marchent très bien en brand content. Ouais, et jamais en partenariat avec des stars, des célébrités. C'est pas... Alors, ça peut arriver. Alors, on n'est pas anti-célébrité. Hein. Ouais, c'est pas du tout... au contraire, on aimerait beaucoup plus travailler avec eux. On a pas mal d'interviews, d'ailleurs, que ce soit sur le print ou sur le digital. Maintenant, les partenariats avec les people, c'est quelque chose qui est très compliqué à mettre en place en général, assez chronophage et sur lequel... la marge n'est pas évidente puisque voilà, ça veut dire qu'il faut payer aussi. Donc pour nous, on s'est quand même... Oui, tu vois pas forcément d'intérêt. Voilà, nous, on s'est quand même beaucoup centré sur notre ADN et c'est ça aussi que les marques viennent chercher, c'est-à-dire ce côté humoristique de Voici, ce ton un peu piquant, un peu rigolo et puis bon, évidemment, la puissance qui va avec. Très clair. Sur le digital, toujours, c'est quoi les formats qui fonctionnent bien ? Tu parlais du social, c'est vraiment là que vous surperformer sur le social? Alors, le site fonctionne très bien. Déjà, en fait, c'est surtout les formats news et vidéos qui fonctionnent bien. Sur le social, ça marche très bien aussi. Sur le social, en fait, on fait plusieurs types de formats. On se fait aussi bien du format event, Fashion Week, etc. On fait de l'interview, on fait du format purement news, incarné ou pas, où voilà, on suit l'actualité. Et vraiment, pour essayer de se différencier, parce que la différence de Voici, c'est évidemment les scoops et les infos exclus qui sont relayés sur le social et sur le digital, mais c'est le ton. Et le ton, on a lancé un format qui est spécifique, qui s'appelle La scène Voici. En fait, il y a 3-4 ans maintenant, on a construit un studio vidéo au sein de Prisma, au sein de la rédaction, qui s'appelle La scène Voici, et qui est un format un peu cave de stand-up. Donc il y a une scène, on fait venir du public, on fait venir des humoristes qui donc viennent sur scène, font une quinzaine de minutes de sketch, et ça on le diffuse voilà, sur tous les devices, mais c'est vraiment spécialement pour Instagram et Facebook, et voilà, ça fait partie vraiment pour nous des créations originales qui font la différence par rapport à nos concurrents et qui mettent en avant ce côté humour qu'a Voici. Ouais, c'est marrant. Alors, je ne connaissais pas, parce que tu peux te dire qu'il n'y a aucun rapport avec la presse people à la base, mais et c'est un truc qui marche bien et qui a un bon lien avec le reste de ce que vous faites, etc. Exactement. En fait, l'idée, c'est toujours d'élargir cette marque, comme toutes les autres marques, hein, parce que sur Ça m'intéresse, Géo, sur les jeux, enfin, l'idée, c'est toujours d'aller plus loin. On peut pas se reposer sur nos lauriers. Donc, Voici, c'est un moment, c'était de se dire comment on peut valoriser ce ton-là, cet humour que nos lectrices nous font remonter, et c'est pour ça aussi elles achètent Voici pour se marrer. Comment sur le digital on peut avoir quelque chose, un marqueur fort en fait de cet humour. Et c'est pas toujours évident de le transformer en vidéo ou en voilà. Et le moyen le plus efficace était effectivement de faire venir des humoristes à Voici. Ouais, c'est marrant, pareil. On a en interne des gens qui font du stand-up ou qui sont en train de s'y mettre. Donc je leur dirais peut-être d'aller. C'est quoi pour postuler? C'est des débutants, c'est des gens connus? Alors ça dépend. On a les deux. On a des formats où on a des personnes plus, comment dire, un peu seniors qui vont. Typiquement, on avait une Élodie Pou qui était venue, c'est elle qui avait fait la première scène Voici, et qui vont, entre guillemets, parrainer des humoristes plus débutants. On a vraiment de tous les gabarits, entre guillemets. Justement, l'idée aussi est quand même d'avoir ce côté dénicheur de talent, parce que voilà, un humoriste qui n'était pas forcément aussi connu, quand on est fier parfois de se dire, on était dans les premiers à avoir sorti tel humoriste, etc. Exactement. C'est pas mal, puis ça vous permet de les suivre aussi derrière. C'est ça. Ça fait du contenu. Vous êtes aussi sur TikTok? Oui, on est aussi sur TikTok.
Quel objectif? Alors, l'objectif, c'est de développer la communauté et de l'engager. Pour le moment, on n'a pas du tout d'objectif particulier de chiffre d'affaires. Vous cherchez pas à les faire revenir sur le site. Pour le moment, c'est de la noto. Exactement. Ouais. C'est de la notoriété. Et puis, l'idée, c'est de voir justement comment capter des cibles plus jeunes. Bien sûr. Pour, pareil, des pistes de diversification de la marque. Ouais. Et tu le sens comment? Les jeunes connaissent Voici Oui. Ça résonne parce que bon, on peut dire toujours le cliché. J'imagine, je sais pas quel est l'âge moyen de la lectrice du papier sur Voici. Là sur TikTok, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Je sais pas si les jeunes connaissent Voici. Tu vois. Alors ils connaissent Voici parce que la marque en fait est extrêmement forte et il y en a alors qui le connaissent parce qu'ils l'ont vu effectivement sur la table de leurs parents. Alors on a le grand classique de je l'achète pas, mais je l'ai lu chez le dentiste, voilà, oui, bien sûr. Les salles d'attente. La circulation, elle est quand même très forte. La circulation est extrêmement forte. Ils connaissent Voici et l'idée, c'est de les amener à consommer Voici. Alors évidemment, on les cherche pas forcément sur les prints, c'est pas un usage qu'ils ont, non, mais vraiment les amener sur nos réseaux pour voilà. Donc on teste plein de formats différents. C'est un vrai challenge et c'est un des gros challenges qu'on a justement en 2024, c'est d'arriver à créer des communautés solides sur des réseaux beaucoup plus jeunes. D'accord. Et tu peux te permettre justement d'investir comme ça sur TikTok sans retour de monétisation. Tu mesures à quoi le nombre de vues, etc. Exactement, au nombre d'abonnés et aussi aux interactions. D'accord. Et donc ça marche bien, t'es plutôt contente? Oui, on est plutôt contente. Ça, après, c'est quelque chose qui va se construire aussi sur... quand on a lancé le site de Voici il y a 15 ans, on s'est pas dit il faut qu'il soit monétisé tout de suite et qu'il soit rentable tout de suite. On sait que c'est des transformations qui prennent du temps et qu'il faut leur laisser justement du temps, même si maintenant tout va très vite. Par contre, on teste plein de choses. C'est-à-dire qu'on se dit pas, on lance un format et puis on verra bien. On teste, on arrête, on reprend, on essaye aussi de s'amuser. Je pense que c'est important, et à la fois tu l'as dit peut-être pour le ton de Voici, mais surtout en mode on teste, puis on verra, et puis tant que c'est cool, Exactement. Si ça foire, c'est pas très grave, oui. On n'a pas des énormes enjeux pour le moment. Ouais. On reste sur des formats vidéo qui sont abordables, on n'a pas lancé des super productions non plus hollywoodiennes, donc en termes d'investissement, c'est gérable. Ça va, t'as pas trop de pression derrière que ça marche pas. Je m'étais, alors tu t'en occupais pas, mais donc il y a eu la vente de Gala. Comment les rédactions elles ont vécu ça en interne? Ça n'a pas été un crève-cœur? Si, forcément, puisque c'était une marque, c'est une marque historique. C'est aussi des équipes qui se connaissent, etc. Donc ça n'a pas été un moment forcément très agréable. Maintenant, Gala a trouvé un super racheteur et voilà, on est très content pour nos collègues aussi on leur souhaite beaucoup de succès. Et puis Prisma en soi a aussi fait de nombreuses acquisitions et lancé des nouvelles marques. Et donc voilà, oui, ça a permis aussi de faire des beaux investissements. Voilà, ça fait partie de la vie aussi de gros groupes de presse comme ça. Il y a des marques qui sortent, il y a des marques aussi parfois qu'on arrête, il y a des marques qu'on crée, il y a des licences. Enfin voilà, ça fait partie du business. Ça fait partie du business, exactement. Justement, c'est dans ton giron, Néon? Non, c'est pas dans ton giron, mais c'est une marque qui, a priori, s'arrête. Alors non, Néon s'arrête pas. Néon, renaît. Oui, c'est-à-dire qu'on a un relancement de Néon, donc vraiment très très social. Le print s'est arrêté effectivement il y a un an ou quelque chose. Il y a un peu plus d'un an, je dirais il y a 2 ans. Effectivement, parce que le modèle économique était compliqué, parce que c'est une cible effectivement qui a pas beaucoup d'usage sur le print, c'est une cible beaucoup plus jeune sur Néon. Et là, donc il y a une relance qui est pilotée par Julien Emery, qui est directeur des rédactions grand public et qui va sortir, si je ne me trompe pas, en février ou mars, parce que ce n'est pas mon périmètre, donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises, et vraiment d'un nouveau Néon, très très orienté communauté LGBT QIA+. Voilà. D'accord. Donc un changement de proposition de valeur, de positionnement éditorial total. Alors non, parce que Néon a toujours été très engagé et toujours en soutien des communautés. Oui, je vois sur le site, il y avait déjà exactement. Love, mais là, si vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir effectivement que c'est un virage qui est en train d'être pris. Ouais. Ok, c'est chouette.
Ah ouais, c'est très très chouette. Parce que la marque était belle, c'était un peu dommage. Ça aurait été tout à fait. Voilà, dans mon esprit, j'ai l'impression que tout s'arrêtait, donc c'est très bien que ça se relance avec les mêmes équipes. Avec une partie, je crois que c'était pas des grosses équipes. Non, Néon, c'était une toute petite équipe. Il y a une partie qui a intégré la rédaction de Ça m'intéresse parce que t'as récupéré quelques talents. Exactement. Et il y a eu des embauches effectivement côté Néon pour avoir aussi certaines expertises dont ils avaient besoin. Oui, sur ces sujets-là, t'improvises pas. Non. T'improvises pas expert. Dans ton giron, on l'a dit, Ça m'intéresse et Géo. Pareil, Géo, tu peux nous en relancer. J'ai l'impression qu'il y a eu des changements de formule, etc. Oui. C'est un magazine qui s'est un peu cherché ces derniers temps. C'est quoi aujourd'hui la proposition de valeur de Géo? Alors Géo, c'est une marque effectivement historique et vraiment statutaire qu'on a vraiment eu envie de bouger. On est en train de faire une refonte parce que c'est une refonte en profondeur. C'est pas une nouvelle formule. L'idée, c'est vraiment de faire de Géo une marque à impact dans la transition environnementale. Vraiment que Géo soit une marque verte, assumée, engagée. Et du coup, alors ça passe par plein d'étapes. Ouais. Ça passe par une étape évidemment de changement édito. Donc ça a déjà été commencé puisqu'on a une nouvelle formule qui est sortie en décembre avec évidemment des évolutions éditoriales sur le print, sur digital et social, avec des nouvelles rubriques plus engagées, des formats vidéo, de l'incarnation, etc. Mais pas que. C'est-à-dire que pour vraiment devenir un média impact, on a aussi des enjeux de transformation en interne, donc de transformation de nos procédés de production. Donc, on est en train de travailler avec toute l'équipe Prisma pour revoir nos process, pour diminuer leur impact carbone. D'accord. Et pas que Géo, c'est le pilote quelque part de cette transformation. C'est le pilote de cette transformation parce que Géo, en fait, a toujours eu cet ADN très green, très engagé sur la biodiversité. Là où il fallait, c'est qu'on soit plus engagé nous-mêmes dans notre façon de faire. Oui. Et aussi, évidemment, sur le côté édito. Mais voilà, là, on a décidé d'aller plus loin et ça permettra effectivement aux autres marques de Prisma, après, de s'engager. Mais on est un peu le poisson pilote. Ça passe par quoi, concrètement déjà faire un bilan carbone. Ouais. Voir quels sont les problématiques qu'il faut adresser et elles sont multiples. Donc c'est aussi bien sur la production print évidemment que le transport, que la fin de vie des magazines print, mais aussi comment tout ce qui va être pollution au niveau de pollution digitale, les vidéos, la compression des vidéos, aussi notre impact en tant que rédaction. Mais le plus gros impact et ce qui va nous prendre le plus de temps, c'est en fait l'impact qu'on peut avoir par rapport à nos lecteurs. Parce qu'en fait, l'idée, c'est aussi de les influencer dans leur façon d'être au quotidien et de prendre des actions en faveur de la protection de l'environnement. D'accord. Et donc ça, c'est pareil, ça passe par quoi, des challenges ou que vous leur donnez ou Alors nous, ça passe par revoir nos process. Donc c'est vraiment un travail qui va prendre pas des mois, mais plusieurs années, puisque c'est vraiment c'est des process industriels qu'on est en train de retravailler avec. Tu changes pas d'un coup d'imprimeur. Exactement. Et puis il faut avoir en plus, faut avoir une très bonne expertise parce que parfois il y a des solutions qui paraissent intéressantes, mais qui à plus long terme auront un impact qui sera pas génial non plus. Donc il faut vraiment prendre le temps en fait de faire des vraies études et de prendre les bonnes décisions. Et sur l'impact qu'on va avoir auprès de nos lecteurs, là c'est plus un impact par notre travail éditorial, c'est-à-dire par rapport aux sujets qu'on traite, aux solutions qu'on peut leur montrer, leur proposer, mettre en avant. L'idée, c'est vraiment pas d'être dans quelque chose de punitif. Géo, c'est un magazine, ce qu'on a dit, c'est que c'est un magazine optimiste par nature et que l'idée, c'est vraiment de pas être dans le catastrophisme. Oui. C'est faut apporter des solutions montrer des initiatives qui fonctionnent. Voilà. Et se dire que on peut tous apporter une petite action et tout ce qu'on fait fera qu'on va finir par y arriver. C'est chouette, c'est une belle transformation. Oui, alors, il est un peu tôt peut-être pour que je te demande le bilan. Alors, on a aussi un enjeu de transformation en plus, évidemment, par rapport
notre bilan carbone, donc ça va être à beaucoup plus long terme. On peut absolument pas avoir encore de résultats. Par contre, sur le côté lancement du premier numéro, le premier numéro s'est très bien vendu puisqu'il s'est vendu à 24 000 exemplaires, ce qui est très bon pour Géo. Sur le digital, les audiences ont plus que doublé en quelques mois. Ouais, donc ça, c'est super intéressant. Par ce repositionnement ou parce que vous avez aussi mis les moyens marketing de le faire savoir, les deux. Un, parce que la rubrique environnement est une rubrique qui marche très bien. Et donc, voilà, on a développé des audiences et aussi parce qu'on a étoffé l'équipe et que, voilà, on s'est lancé dans une accélération sur le digital. D'accord. Donc, vous êtes all-in sur Géo. Oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est une belle marque, c'est des sujets qui sont importants. Ce qui est intéressant aussi, là, je trouve, c'est qu'a priori, voilà, c'est pas du greenwashing. Vous êtes vous-même, parce que c'est un peu le risque de se dire... Tout à fait. Voilà, on fait un truc chouette et puis au final... Non, complètement. Et puis alors ça, pour le coup, on est... voilà, c'est une rédac qui est très engagée. La rédactrice en chef, Myrtille Delamarche, est arrivée il y a un peu plus d'un an sur Géo. Et ça fait partie vraiment de la stratégie qu'on a travaillée. Et en se disant, voilà, attention, on ne veut surtout pas être donneur de leçons. Et la première chose qu'on a fait, c'est vraiment de se dire, voilà, il faut balayer que nous... dans sa porte, exactement. comme on dit. Que sur tous les aspects de production et de valorisation de la marque, il faut qu'on soit extrêmement exigeant avec nous-mêmes. Ouais, je pense que c'est la bonne stratégie parce qu'à un moment donné, et puis je pense que c'est bien, comme tu le dis, d'être pilote aussi pour le reste des titres de Prisma, qui est quand même une grande maison, et je pense que c'est des gros process. Oui, parce que c'est de toute façon un enjeu global pour, je veux dire, tout le monde en fait. Tout le monde, même au-delà au-delà des médias. Mais donc vous êtes un peu regardé là-dessus, j'imagine, en interne pour voir tout ce que vous faites. Tout à fait. Qui vont impacter derrière tous les camarades. T'en as parlé rapidement, mais vous avez lancé un grand chantier IA à la fin de l'année 2023. Alors on a travaillé ensemble, notamment quand même là-dessus, pour améliorer la productivité des rédactions. Qu'est-ce que vous en faites? Vous en êtes où aujourd'hui? Alors, on avance. En fait, les chantiers sont... j'imagine, comme pareil, toutes les entreprises, on se pose beaucoup de questions. C'est quelque chose sur lequel il y a... Ça change tellement, ça évolue tellement que l'idée, c'est d'abord, en fait, de poser une charte. Parce que l'IA, on voit pas que c'est un peu le Far West, c'est un peu voilà. Donc nous, on a quand même une responsabilité en tant qu'entreprise et surtout producteur de contenu, de dire ok, on peut utiliser l'IA comme un outil, mais on va pas l'utiliser n'importe comment. Il faut quand même qu'on ait une réglementation entre guillemets interne, que ce soit éthique mais aussi opérationnelle. Donc comment on est en train de poser ces bases là. Et ensuite, ça va être toute une formation des équipes pour qu'ils apprennent à prendre en main les outils, quel que soit leur poste. Hein. Ça peut être évidemment des outils de génération de contenu, mais ça peut être aussi de l'image ou même des outils d'accompagnement de production, de projet. Exactement. Pour les équipes marketing. Des chiffres, des présentations, etc. Ça peut être un peu et après, voilà, ça va être marque par marque. On va voir comment on peut le déployer. L'idée est de se dire que l'IA peut aider, côté journaliste, je ne parle pas des autres entités, mais en tout cas côté journaliste, notamment sur le digital, à préparer les articles, à gagner du temps. Il y a certains articles qui sont à, je vais pas dire faible valeur ajoutée, mais voilà, quand on sort la liste des nominés aux César ou aux Oscars, c'est reprendre une dépêche AFP, voilà. Typiquement, ce qu'on appelle un peu du bâtonnage. C'est ça. Typiquement, sur ce genre de contenu, on peut s'appuyer sur l'IA, ce qui permettra de gagner du temps pour justement produire du contenu à valeur ajoutée, parce que c'est là-dessus en fait qu'on va pouvoir fidéliser nos audiences, qu'on va pouvoir créer de la valeur. Donc ça va être, c'est selon les marques, mais un reportage sur le terrain pour Géo, une interview exclue, aller à des events, voilà, que nos façons de produire les contenus soient aidées pour amener de la valeur à nos marques. D'accord. Et tes rédactions, ça l'acceptent, l'entendent, le comprennent bien? Oui, alors on a commencé... Alors, on n'est pas du tout sur le même état d'avancement. C'est vraiment là, on est vraiment au début. Donc, on commence ce travail-là. Et c'est un travail qui est en dialogue avec toutes les équipes. Il peut forcément y avoir parfois des inquiétudes, plein de questions, Tout ça, en plus, est très, très...
parfois fantasmé aussi. Donc, ouais, bien sûr. Notre rôle en tant que manager, justement, c'est d'expliquer, d'être très transparent et de tester. Parce qu'en fait, on a beaucoup de projets et l'idée, c'est quand même avant tout, c'est de tester et de voir avec nos équipes ce qui marche pas et comment on avance. Parce que c'est eux qui vont les prendre en main, en fait. D'accord. Et quand est-ce qu'on verra les premiers résultats de ça ? Il y a des choses déjà en ligne qui sont faites par l'IA, si je vais sur Voici ? Non, pas encore. Tant qu'on n'a pas acté une charte d'utilisation de l'IA à Prisma, on ne publie rien. D'accord. Et vous allez la publier bientôt. Il y a Le Monde qui vient de publier la sienne, où notamment ils disent qu'aucun article ne sera généré par l'IA. C'est-à-dire que dans tout ce qui est production, il n'y aura pas d'IA. Ça peut être autour pour aider, mais pas de production. Est-ce que vous serez aussi radicaux ou non? Ce que tu as l'air de dire, c'est que vous n'avez pas de souci parce qu'une partie de l'article soit fait si vous considérez que on est plus. Oui, tout à fait. On est plus pertinent à faire autre chose. Exactement. On envisage, par exemple, sur Géo, par exemple, de faire des fiches destination qui sont des fiches effectivement très data avec de l'IA. Donc, évidemment, ce ne sera pas produit par de l'IA pure. Ça doit être absolument relu. Alors déjà, il y a quelqu'un qui prompte quand même. Donc, c'est piloté par de l'humain et que ce soit relu et validé, évidemment, par des journalistes de la rédaction. Ouais. Ça, c'est la base. Mais on ne s'interdit pas de produire avec de l'IA, non. Okay. Et la charte, elle sera, j'espère, très rapidement dans les prochaines finalisée. Semaines. Exactement, mais voilà, c'est un process qui est important, qui demande beaucoup de validation et qui a besoin aussi d'être vraiment mûri. Oui, c'est un peu fondateur en tout cas pour les années à venir. Alors j'imagine qu'après une charte peut aussi évoluer, mais voilà, ça pose quand même un truc, donc tu ne te précipites pas. Non. Évidemment, c'est pas une opération de com, quoi. C'est quand même quelque chose de très interne. Tout le monde y adhère et que le cadre soit bien posé et qu'on puisse l'expliquer. Donc voilà, l'idée c'est pas de se précipiter, c'est vraiment que ce soit en management, mais aussi en production, d'avancer parce que voilà, c'est vraiment un outil qui est super intéressant, mais de le faire de la façon la plus co-constructive possible. Top, on suivra ça, la publication de cette charte. C'est quoi tes priorités pour 2024, tes directions? Là, tu en es un peu en début d'année. S'il devait y avoir, je sais pas, 2 ou 3 choses qui vont... Alors, ça va être de continuer évidemment la transformation digitale, notamment le social. C'est vraiment une des priorités pour nous cette année, d'avoir des communautés plus importantes, plus engagées et qui puissent adresser aussi des publics plus jeunes. Donc ça va vraiment être super important. Après, on a des nouveautés éditoriales auxquelles évidemment on réfléchit, mais ça je peux pas dire parce que j'ai pas du tout envie que la concurrence soit au courant. Écoute, c'est normal et pareil, on suivra ça. Dernière question qui est un peu le gimmick du podcast. Est-ce que tu as un truc cool à nous partager? Oui, j'ai un truc cool à partager, c'est le succès du lancement de Mortel Adèle, le mag. C'est vrai qu'on l'a juste rapidement évoqué. Mais c'est un segment sur lequel Prisma n'était pas, la presse jeunesse, et c'est un segment qui est pas toujours évident à adresser. Et donc on a lancé en juin Mortel Adèle, le mag. C'est une licence qui est la licence de Mortel Adèle, donc qui est une BD qui a été créée par Monsieur Tan et qui est illustrée par Diane Lefeyer. Et on est très très fiers de cette licence. C'est très fier de ce lancement parce que voilà, on a déjà vendu plus de 250 000 exemplaires depuis le mois de juin. Ouais, on a les enfants qui nous font des super retours et pour la faire, c'est vraiment super sympa à travailler. C'est vrai? Ouais, c'est super. Ouais, ça change un petit peu, j'imagine. C'est vrai que c'est une belle licence. J'ai des enfants, Mortel Adèle, j'ai garçon et fille, ça marche, garçon et fille, ils sont super accros et effectivement, c'est fait et pour les garçons et pour les filles. Mortel Adèle tient à ne pas avoir de problématique, n'est pas genrée. Et puis voilà, et puis cette héroïne qui est si rigolote avec ce, hyper sûre d'elle et puis très moderne aussi. Très moderne, qui aime bien faire des bêtises, qui embête un peu les adultes, puis qui a un caractère hyper trempé. Ça fait un bel univers. Pour les enfants, je trouve que c'est un personnage qu'on est très fiers d'accompagner. D'accord. Et ça, c'est dans ton périmètre aussi. Oui. Donc ça, c'est cool. Oui, c'est un peu le grand écart dans ce... Mais c'est vraiment la good news
Et en termes de marketing, comment c'est surtout du kiosque ou c'est de l'abonnement ou c'est... Les deux. Alors, c'est du kiosque. L'abonnement est en train d'arriver, mais ça a été beaucoup du kiosque. Le premier numéro est monté à 90 000 exemplaires juste avant les vacances d'été. Forcément, c'est le pic, pardon. Mais voilà, c'est surtout du kiosque et les enfants, eux, ils l'attendent avec impatience, comme tous les produits de Mortadelle. C'est le saut. Mais vous l'avez pas sur le digital, c'est-à-dire que... Ah non, alors c'est vraiment une licence que print. Que print. Oui, que magazine. Il y a plein dans Mortadelle, il y a un podcast, il y a des romans, il y a évidemment des BD. Ils ont bien développé l'univers. C'est tout un univers. Nous, on s'occupe que du magazine. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà très bien. Que vous savez bien faire. Écoute, super, merci Marion. Merci à toi. Très, très riche comme épisode parce que t'as évidemment plein de choses, puis plein de beaux chantiers sur la table. Donc, je te souhaite bon courage pour cette année. Merci beaucoup. 2024. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.